tranches de vie, une émission proposée par JF. De tranches de vie, parmi les métiers rares, il y en a un qui demande un certain nombre de qualités qui sont difficiles à réunir. Une grande culture, du coup d'œil, du flair, et en même temps une possibilité de prendre des décisions rapides, de l'autorité et de l'expérience. Ce métier, c'est celui de commissaire-priseur, et Maître Mialon, commissaire-priseur à Périgueux, a accepté de nous parler de ce métier. Maître Mialon, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez pouvoir expliquer à nos auditeurs comment on devient commissaire-priseur ? Écoutez, je vais essayer en tout cas. Je vais essayer. Parlons premièrement peut-être de la formation. La formation, donc, pour faire du droit, minimum une licence, voire une maîtrise, ce qu'on appelle maintenant un master. Et ensuite, la meilleure formation d'histoire de l'art, c'est de loin l'école du Louvre. Donc l'école du Louvre, ça dure 3 ans, le premier cycle dure 3 ans. Maintenant, on y rentre sur concours et c'est une excellente formation. C'est la meilleure de très loin par rapport à... Moi, j'ai eu pas mal de stagiaires depuis que je suis commissaire-priseur. J'en ai vu qui avaient fait la fac. J'en ai vu d'autres qui avaient fait l'école du Louvre. C'est pas du tout le même niveau. L'école du Louvre, donc c'est intense, ça dure 3 ans, mais ça vous forme l'œil de façon formidable. Vraiment, les gens, les conférenciers et les professeurs sont des gens de grande qualité. La plupart des professeurs sont conservateurs dans des musées. Ils ont, pour la plupart, encore une fois, fait des publications. Non, de loin, c'est vraiment ce que je conseille. Voilà. Ensuite, donc au terme de cette scolarité, vous passez des examens pour rentrer. Vous passez un premier examen. Ensuite, vous faites un stage rémunéré de 2 ans chez un commissaire-priseur. Ce stage de 2 ans est ponctué de semaines de formation à l'école, enfin à Paris, à la Chambre. Et au terme de ces 2 ans de stage, vous repassez un examen pour devenir commissaire-priseur. Voilà, donc c'est un peu long finalement. Ça veut dire à peu près combien d'années après le bac ? Cumuler le droit et l'école du Louvre. Moi, j'y suis pas arrivé, donc j'ai fait d'abord mon droit après l'école du Louvre, parce que c'était compliqué. En plus, je faisais mon droit à Sceaux, l'école du Louvre étant au Louvre, le trajet c'était impossible. Donc ça fait, 4 plus 3, 7, plus du stage, ça fait 9 ans, quand même. C'est long. Au bout de ces 9 ans, avec les stages, vous vous lancez dans la profession. Est-ce qu'il y a une possibilité de se spécialiser dans tel ou tel domaine ? C'est-à-dire que lorsque vous faites votre cursus à l'école du Louvre, vous choisissez une spécialité. C'est des spécialités assez larges, peinture étrangère, peinture contemporaine, architecture. Enfin, vous êtes obligé, quand vous faites l'école du Louvre, de choisir une spécialité, mais c'est pas pour autant que cette spécialité vous sert vraiment lorsque vous devenez commissaire-priseur. Commissaire-priseur, c'est un métier de généraliste. Nous sommes des généralistes, avec une formation de base relativement complète, mais voilà, il y a beaucoup de choses qu'on n'approfondit pas. Donc, pour moi, il n'est pas envisageable dans les premières années, en tout cas, de se
faire une spécialité. Vous êtes obligé de vendre de tout pour vivre. Alors, éventuellement, après, vous pouvez vous faire une spécialité. Vous voyez, moi j'ai commencé, avant de m'installer ici, j'étais chez mon confrère Jean-Pierre Ozna à Fontainebleau, qui lui s'est lancé dans de nombreuses spécialités, mais il a 30 ans de métier, il fait des ventes spécialisées sur l'école de Barbizon, des ventes sur l'époque napoléonienne, des ventes de voitures. Non, pourquoi pas, mais en tout cas c'est pas envisageable dans les premières années de l'activité de la profession. Et cette spécialisation, elle se fait essentiellement au gré des goûts personnels. Exactement, c'est vous qui décidez. Ou alors non, pas forcément. Enfin, d'abord je crois que c'est ça, mais surtout il y a des régions dans lesquelles il y a vraiment, il y a une école de peinture réputée, donc vous vous dites, je vais faire des ventes de peinture de l'école de Barbizon, de l'école de Normandie, de l'école de... vous voyez oui, alors, et puis il y a d'autres... Voilà, selon la région, effectivement, vous pouvez choisir une spécialité, ça c'est clair. Alors, en me documentant, j'ai vu que jusqu'à une date récente, il y avait des commissaires-priseurs de vente volontaire, des commissaires-priseurs judiciaires. Est-ce que cette distinction existe toujours ? Toujours. C'est-à-dire qu'elle n'existait pas avant. Elle n'existait pas avant, et depuis l'an 2000, voilà, donc le métier a été complètement réformé, et effectivement, maintenant, vous avez 2 examens à passer, l'un pour être commissaire-priseur dit habilité à diriger les ventes volontaires. C'est-à-dire que là, vous êtes à la tête d'une société de vente volontaire, vous ne faites que des ventes volontaires, c'est-à-dire que vous vendez ce que les gens vous déposent spontanément, ou alors vous vendez ce qui provient de succession. Et puis, à côté de cette casquette de commissaire-priseur volontaire, il y a celle de commissaire-priseur judiciaire, donc officier ministériel et public. Et alors là, vous ne faites que des redresses. Vous vendez des choses à l'issue de procédures judiciaires. Qui dit procédure judiciaire dit saisie, dit procédure collective, dit tutelle. Tout ce qui est judiciaire, pour vraiment schématiser, pour être clair, toutes les ventes judiciaires, ce sont des ventes qui sont prononcées par autorité de justice. Ces 2 activités peuvent être cumulées ? Complètement. Moi, je veux dire, dans des ventes, dans les ventes que j'organise tous les mercredis, j'ai 3/4 de choses que je vends sont des ventes volontaires, 1/4 judiciaire. Parfois, la semaine d'après, c'est l'inverse. C'est pas tout à fait le même métier, mais en tout cas, lors d'une vente, c'est pareil, quoi. Vous vendez aux enchères, c'est ça. Ça demande pas les mêmes qualifications. Là, vous avez bien compris que dans les ventes judiciaires, il y a beaucoup de procédures collectives, donc il faut quand même être assez calé dans ce droit des procédures collectives. C'est pas simple. Votre métier est un métier ancien. Oui. Avec des traditions. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de son histoire ? Alors, son histoire, oui, je crois que les premiers commissaires... Enfin, oui, on entend parler de vente aux enchères à l'époque romaine, c'est ça. Donc, c'est un métier qui a toujours existé, qui est depuis l'Antiquité, toujours exercé par très peu de personnes. C'est un métier qui a été à maintes reprises menacé de ne plus exister, d'être totalement réformé, voilà. Alors... on en parle encore là avec la réforme de M. Macron. Je pense que la profession va encore subir des réformes très importantes, alors qu'encore une fois, en l'an 2000, je veux dire, on a été ça a révolutionné totalement le métier. Il y a un nombre de confrères très importants qui se sont arrêtés après cette réforme, considérant que le métier n'était plus le même, que c'était plus pareil, qu'on n'avait plus de monopole, que voilà, ça a considérablement changé la donne du métier. C'était avant l'an 2000, on peut considérer sans doute que c'était les années dites rock'n'roll de la profession, c'est-à-dire que vous restiez dans votre bureau, les affaires tombaient toutes seules, je veux dire, voilà, c'était simple. Et depuis, et de plus en plus, il faut sans arrêt sillonner le terrain, voir, enfin, il faut chercher la marchandise. C'est devenu un métier de prospection absolu, quoi. Alors, avant d'aborder cet aspect de votre métier, est-ce que vous avez une idée ou un chiffre précis sur le nombre de collègues que vous avez qui exercent cette profession ? Oh oui, on est un peu moins de 500, je crois. Un peu moins de 500 en tout, en France. Voilà. Et par année, donc, j'ai vu l'année dernière, il y a à peu près une quinzaine d'élèves qui sont sortis diplômés à l'issue de l'examen.
Donc vous voyez, toute petite corporation, hein. Qui dit petite corporation dit petits moyens, donc nous ne sommes pas très bien défendus vis-à-vis des pouvoirs publics, donc voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous parlez de concurrence interne, ou vous parlez de concurrence interne au pays, ou vous parlez de concurrence internationale? Internationale, je pense surtout aux grandes sociétés de vente anglo-saxonnes qui ont des moyens considérables et qui raflent l'essentiel de la marchandise haut de gamme en France. Parce qu'ils ont des moyens, je vous dis, énormes. Ils ont les moyens de faire des catalogues somptueux, ils ont les moyens de faire des journées d'expertise dans toutes les grandes villes de France, enfin voilà. Et tout ça est autorisé, enfin depuis l'an 2000, oui, c'est ça. Et éventuellement d'acheter et de revendre, d'acheter sur le territoire français, de revendre à l'étranger. Je ne suis pas sûr... Enfin... vous savez que pour nous c'est interdit, on n'a pas le droit d'acheter, ni mon personnel d'ailleurs, personne dans une société de vente française n'a le droit d'acheter pour revendre, ça c'est absolument interdit. Alors maintenant que ces sociétés de vente aient les moyens de le faire, ça m'étonnerait tout de même, enfin en tout cas normalement sur le territoire français elles n'ont pas le droit de le faire. Maintenant, est-ce qu'elles ont trouvé une voie pour contourner cette réglementation? J'en sais rien. Les grandes sociétés auxquelles vous faites allusion, je pense qu'il s'agit de maisons comme Christie's ou Sotheby's, ont des salles de vente en France. Oui. Elles ont des salles de vente en France, mais c'est pas pour autant qu'elles achètent la marchandise pour la revendre. Et ils prospectent, ils font des publicités, les gens viennent chez eux les voir pour avoir des estimations, et au final, ils arrivent à capter de la marchandise. Voilà, ils font signer des mandats de vente à leurs clients qui viennent les voir, et c'est comme ça qu'ils ont de la marchandise. Mais si vous voulez, ils ont un rayon d'action et des moyens tels que, c'est clair, ils captent en tout ce qui est haut de gamme, c'est eux qui... Leurs chaluts sont plus grands que les vôtres. D'autant plus qu'ils ont la possibilité de vendre en Angleterre. C'est pas pour, vous savez, il y a pas mal d'objets qui sont pris en France et qui sont ensuite vendus chez Sotheby's, Christie's en Angleterre, à Amsterdam, à New York. Enfin voilà, ils ont le droit de faire voyager les œuvres pour tenter de mieux les vendre à l'étranger. Ça c'est sûr. Comment s'organise une vente ? Vous allez, quand vous faites une vente, vous allez obligatoirement à la pêche, ou bien est-ce que les gens vous apportent des objets en vous disant voilà, moi je veux vendre ça, ou bien je veux organiser une vente pour une succession Alors, d'abord, il y a beaucoup de gens qui déposent volontairement des objets, c'est-à-dire qu'ils prennent rendez-vous avec moi, ils viennent ici, ou je vais chez eux, mais c'est toujours eux qui font la démarche, hein. Et puis, ils me demandent de faire un inventaire de leurs biens mobiliers, parce qu'ils veulent peut-être vendre, peut-être pas, en fonction des prix que je leur donne. Et puis, une fois que j'ai fait l'inventaire, une fois qu'ils ont connaissance des prix de vente, eh bien, ils me confient ou non la marchandise. Donc ça, c'est des dépôts volontaires, qui représentent quand même une part d'activité assez importante, hein. Ensuite, il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a les successions. C'est-à-dire que, suite à une succession, un notaire m'appelle en me disant que son client va vendre la maison de ses parents, et que dans la maison de ses parents, il y a un certain nombre de meubles, d'objets, de tableaux, qu'aucun des héritiers veut garder. Donc là, je me déplace, je fais l'inventaire, et je fais signer un mandat de vente aux héritiers afin de vendre aux enchères. Ça aussi, ça représente une activité importante. Et puis, il y a toutes ces tutelles qui... là aussi, c'est une activité judiciaire, mais enfin, au final, ça revient au même. C'est-à-dire que suite à des inventaires de tutelle, de curatelle, eh bien, souvent, le mandataire, le responsable de la tutelle ou de la curatelle me demande de vendre les objets de son protégé parce que soit il quitte son appartement, soit parce qu'il va en maison de retraite et qu'il n'a pas la place de tout garder, soit... Voilà. Mais, donc, si vous voulez, il y a en amont d'une vente aux enchères, il y a un travail énorme qu'on ne soupçonne pas. Un travail d'abord de prospection et surtout ensuite de fiches. C'est-à-dire qu'il faut que nous fassions une désignation soignée de tous les objets. Voilà, c'est un travail énorme finalement. Les gens pensent que la vente le commissaire-priseur, c'est le type qui fait le clown derrière son pupitre et qui adjuge avec son marteau d'ivoire. C'est pas que ça, hein. C'est surtout pas que ça. Il y a vraiment en amont un travail considérable. On
s'en doute un petit peu quand on voit les catalogues que vous éditez lorsque vous faites des ventes un peu particulières. On imagine tout le travail de secrétariat, d'estimation aussi, et de recherche qu'il y a en amont. Ah oui, il y a un gros travail de recherche et souvent, pour des objets qui concernent des domaines bien particuliers, comme par exemple l'art chinois ou les dessins anciens, les tableaux anciens, bien souvent je travaille en collaboration avec des experts à qui, dans un premier temps, j'envoie des photos. Et puis, si ça ne leur suffit pas, je dépose ces objets au bureau que j'ai à Paris et que je partage avec un certain nombre de mes confrères juste à côté de l'hôtel Drouot. C'est bien pratique parce que voilà, ça permet d'envoyer la marchandise là-bas et d'ensuite d'appeler les experts, qui sont pour la plupart évidemment parisiens, d'appeler les experts pour qu'ils passent au bureau et qu'ils fassent leurs fiches et qui voilà. Ouais. J'imagine que les moyens, l'évolution des moyens de communication, et en particulier l'utilisation du numérique, a dû quand même simplifier considérablement cet aspect de votre travail. Ça, c'est sûr. Alors, cet aspect, oui, énormément, puisqu'on envoie des photos, voilà, on communique comme ça. Mais aussi, Internet a révolutionné la profession parce que maintenant, tous nos catalogues sont en ligne. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une belle vente, qu'elle est prête à être mise que la publicité est prête à être faite, on met en ligne, alors sur différents sites, moi j'utilise Interenchères qui est un des sites les plus connus en France, on met en ligne nos catalogues, et ce qui signifie que finalement ils sont diffusés à l'échelon mondial, c'est-à-dire que n'importe qui peut consulter le catalogue, voir les photos, et ensuite éventuellement prendre contact avec nous pour nous demander des détails, et puis surtout nous demander une ligne téléphonique pour enchérir pendant la vente. Ça vraiment, c'est une révolution absolue, c'est-à-dire que on ne mise plus sur notre clientèle locale, régionale. La clientèle qu'on a, elle peut être mondiale. Alors vous allez me dire, oui, mais dites donc, une fois que vous avez vendu, je sais pas quoi, par exemple cette coupe chinoise, là, je vais sans doute la vendre à un Chinois dimanche prochain. Alors, ils seront sûrement plusieurs en téléphone. C'est vrai que ces gens qui nous contactent par le biais de mail, on ne les connaît pas. On n'a pas vraiment de garantie sur eux, quand bien même on demande une empreinte de carte bancaire ou des choses comme ça. On n'est jamais absolument assuré d'être payé. Ça, c'est la contrepartie. C'est-à-dire que notre clientèle, le potentiel d'acheteurs que nous avons par le biais de ce site internet est considérable, mais ça augmente effectivement le risque d'impayé. D'un autre côté, comme on conserve les objets ou les tableaux jusqu'au moment où on est payé, je veux dire, ça diminue les risques. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement toujours revendre un objet impayé, mais c'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose. Un acheteur qui se dédie ou une personne à qui un objet a été adjugé, c'est ce qu'on appelle la folle enchère, c'est ça ? C'est la folle enchère, c'est ça. C'est la procédure dite de folle enchère qui est, à mon goût, une absurdité, c'est-à-dire que... c'est un procédé... c'est-à-dire que lorsqu'effectivement vous n'êtes pas payé d'un objet, vous devez mettre en demeure l'acheteur et au bout d'un certain délai, si cet acheteur ne répond pas ou s'il n'a toujours pas payé, alors vous faites un courrier en recommandé à votre vendeur en lui demandant ce qu'on fait. Vous avez 2 mois pour faire ça. Vous demandez à votre vendeur, voilà, c'est pas compliqué, vous l'informez que vous n'êtes pas payé. Donc moi je préfère souvent annuler purement et simplement les ventes et puis dire à mon client, mais écoutez, je suis désolé, faites dormir votre objet pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et puis vous me le rapporterez ou vous le confierez à un autre confrère qui aura peut-être plus de chance que moi. Ce comportement des adjudicataires, il est fréquent ? Non. Vous voyez, même avec Interenchères, donc c'est cette diffusion à l'échelon mondial, je veux dire, ça représente une part infime. Hein. Moi, je crois que chaque année, ça doit représenter 1,5%. Ouais. C'est vraiment pas grand-chose. Non. On a parlé d'argent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la profession de commissaire-priseur est rémunérée ? Eh bien, pour les ventes, nous prenons un pourcentage à la fois sur l'acheteur et sur le vendeur. Pour les ventes volontaires, c'est un pourcentage qui est pris à la fois sur l'acheteur et sur le vendeur, et ce sont des frais qui sont libres.
Chaque confrère a le droit de décider d'une vente à l'autre que ses frais seront différents. Ça, c'est absolument libre. En général, les frais acheteurs sont oscillent entre 12 et 15%, et les frais vendeurs, entre 12 et 15%, et les frais acheteurs entre 20 et 25%. Sachant évidemment que c'est à Paris que les frais sont les plus importants. Donc volontaire, c'est comme ça. En revanche, pour l'activité judiciaire, nous sommes soumis à des frais légaux qui nous sont imposés. Et donc ces frais sont de 5% à la charge du vendeur et de 12% à la charge de l'acheteur. Donc ça, c'est pour les ventes. Et puis sinon, il y a toute cette activité d'inventaire que nous faisons. Alors, ce sont des frais, là, pareil, pour les inventaires volontaires, les frais sont libres. C'est-à-dire que c'est un petit peu au prorata du nombre de kilomètres que vous faites, du temps passé, de la valeur des objets. Mais pour ce qui est de l'activité judiciaire, tous les inventaires que je fais dans le cadre de redressement de procédure collective ou de tutelle, là encore, ce sont des frais qui sont imposés. Il y a un barème qui est très précis, et là, les frais sont imposés. Quand vous faites une estimation, là aussi, cette estimation, vous la faites le plus juste possible. Il vous faut combien d'années pour arriver à avoir l'expérience nécessaire pour dire, voilà, cet objet va se vendre, je pense qu'il va se vendre à tel prix, donc je marge. Mais ça, c'est le vrai problème de la formation. C'est-à-dire que lorsque je suis sorti, moi, de mon cursus d'histoire de l'art et même de mon stage, je veux dire, j'étais pas bien habile à donner des estimations. Vous savez, on vous apprend à l'école du Louvre à reconnaître un objet, à le dater, à l'apprécier, mais c'est pas pour autant qu'on sait mettre un prix dessus. Donc c'est clair que ça demande quelques années de travail. Je pense que oui, c'est ça. Il faut au moins un minimum de 4-5 ans avant d'être à peu près à l'aise. Et voilà. Et c'est un métier d'expérience, et je pense que plus le commissaire-priseur a de la bouteille, meilleur il est, parce qu'il a vu donc énormément d'objets, il a été confronté à des estimations extrêmement fréquentes, et voilà, il arrive à affiner son estimation. J'imagine aussi qu'il y a des tendances et que vous suivez ces tendances. Oui, il y a des modes, oui, effectivement. Donc on est obligé de s'adapter, oui, on est tributaire du marché, vous savez. Donc forcément, on est obligé de se renseigner tout le temps sur le mobilier 20e, voilà, qui est un créneau assez porteur. L'art chinois, jusqu'à présent, je pense que c'est encore pour un petit... Est-ce que malgré l'expérience que vous avez acquise déjà, il vous arrive d'avoir des surprises ou des déceptions, de dire voilà, ça là je me suis trompé, ou bien au contraire Oui, ça m'arrive, mais pour éviter ce risque, justement, dès que je suis pas très à l'aise concernant un objet, un tableau, quelque chose, j'envoie systématiquement des photos aux experts avec lesquels je travaille, qui sont en plus des amis, enfin, je les côtoie assez régulièrement. Mais oui, bien sûr, il m'est arrivé de passer à côté de choses. Faut pas gravement quand même, parce que je vous dis non, pas gravement. Peut-être que il est arrivé qu'il y ait un écart de 1 à 10 dans une... Bon, enfin, mais vraiment, c'est rarissime entre l'estimation que j'avais donnée et le prix que ça a fait au final. Mais non, oui, je suis pas vraiment... Non, jusqu'à présent, je suis pas passé à côté d'un truc énorme. Bon, il y a ce fameux cabinet chinois que j'avais vendu il y a 3 ans, pour lequel M. Ansas, l'expert avec lequel je travaille, n'avait pas pu me donner la fiche à temps. Donc, effectivement, on est parti à 500 €, on a fini à 65 000. Bon, là, d'accord, effectivement. Mais bon, c'était pas... Je vous dis, je comptais sur M. Ansas, j'étais pas à l'aise, je savais bien que c'était quelque chose d'assez particulier, que j'avais sans arrêt des Chinois qui m'appelaient avant la vente pour me demander des photos macroscopiques de la veine du bois et des échantillons de porcelaine. Je savais bien que ma fiche n'était pas tout à fait au point, mais malheureusement, M. Ansas était en Chine et m'a rappelé que le lendemain ou le surlendemain de la vente, bon, voilà, ça. Mais voyez, enfin, maintenant, j'essaie de faire attention. Vous voyez, cette coupe, elle est chez lui, il en a fait une désignation très précise. Vous verrez sur le site, justement, Internet, que nous avons traduit toute la description en chinois, en anglais. Enfin, on essaye quand même de faire attention.
Et vraiment, je préfère prendre mon temps plutôt que de balancer. Vous savez, il y a des confrères aussi qui se disent, bon, de toute façon, on va mettre une photo, on va mettre ça sur un terre-en-chair, et puis les acheteurs feront la loi, quoi, ça fera son prix. Moi, je suis pas très à l'aise avec ce principe. Je préfère quand même, on est un peu responsable des désignations qu'on met. Je préfère prendre mon temps et attendre un peu. Il faut être prudent tout de même. Côtoyer des objets que des gens ont aimés, pour lesquels ils ont économisé pour les acquérir, ou ils se sont échangés au terme de lutte familiale. Est-ce que quelquefois, ça vous pose des problèmes? Est-ce que quelquefois vous y pensez à cette dispersion des objets qui ont accompagné comme ça des existences? J'y ai souvent pensé, mais il m'est arrivé, lorsque j'étais travaillé à Fontainebleau, dans cette étude importante, de disperser des collections, enfin c'était Jean-Pierre Rosa qui s'en occupait, mais j'étais son collaborateur, des collections importantes, et souvent il expliquait aux gens, enfin c'était un excellent discours d'ailleurs, il expliquait aux gens qu'il avait bien conscience que de sortir l'intégralité de cette collection qui avait dormi pendant des décennies dans la même famille, mais que finalement c'était peut-être une chance que toute cette collection soit remise en vente par le biais des enchères, parce que ces objets vont atterrir chez des gens qui seront passionnés et qui de nouveau vivront avec ces objets et les transmettront sans doute. Non, je pense que moi ça me pose aucun problème. Franchement non, j'ai pas l'impression de dilapider, vous voyez, le patrimoine d'une famille quand je vends l'entier mobilier d'une maison, d'un château. J'ai l'impression de redonner une vie aux objets, aux meubles, aux tableaux. C'est comme ça que je vois. Et effectivement, parmi les clients qui viennent aux expositions et aux ventes, il y a énormément de collectionneurs. Donc voilà, des gens qui sont tout à fait aptes à récupérer des objets de collection pour les faire revivre. Est-ce que vous êtes vous-même exposé à la tentation ? Eh bien, curieusement, non. Voyez-vous, je ne suis pas fétichiste, je ne suis pas collectionneur, j'ai pas un domaine de prédilection. J'ai bien des centres d'intérêt, mais et puis encore une fois, moi, j'ai pas le droit d'acheter chez moi, en tout cas. Bon, il m'arrive d'acheter parfois chez des confrères, mais je suis pas un grand collectionneur. Non. Alors, vous me coupez un peu l'herbe sous le pied parce que je voulais terminer notre entretien en vous demandant si vous aviez des passions autres que celles de la vente des objets. J'aime mes enfants et ma femme passionnément, et ça me prend beaucoup de temps. Et ils me le rendent bien. Mais à part ça, non, j'ai pas de passion. Non, vraiment, non. J'ai des petites activités, des choses qui me plaisent, mais je suis pas à ce point d'être passionné, non. Vous aimez votre métier ? Oui, bien sûr que j'aime mon métier. C'est un métier, en plus c'est vraiment le métier que j'ai toujours voulu faire. Je me souviens de ma grand-mère qui, à mes 18 ans, m'avait acheté mon marteau en me disant, tu sais, c'est un beau métier, tu devrais exercer cette profession. C'est vraiment quelque chose que j'ai désiré par-dessus tout. Et je m'en suis donné les moyens, vraiment. Et oui, c'est un métier que j'adore. Et surtout, le fait de diriger une vente publique, pour moi, c'est vraiment un grand bonheur. Maître Mialon, merci beaucoup. Merci de votre passion retenue et de votre humour. Merci à vous. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.